et pour comprendre tout le caractère étrange, j'insiste beaucoup sur cette notion d'étrange, c'est que eux-mêmes, les auteurs occidentaux d'aujourd'hui, hein, et d'autres, racontent bien dans la genèse du mot nature. Mais le mot nature est historique. La nature est historique en Occident, parce qu'elle n'a toujours pas été comme ça. C'est-à-dire la séparation entre ce qui est censé être une nature et ce qui est censé être la société ou la culture, elle est historique. Et figurez-vous que les êtres humains, vous et moi, je vois que vous avez la même peau que moi, mais peut-être que je peux me tromper, on nous a considérés, nous et nos ancêtres, comme étant des naturels, c'est-à-dire des créations de la pensée occidentale qui a divisé le naturel du non naturel. Et je mettrai vos spectateurs au défi de trouver dans leur langue, les langues subsahariennes, un mot qui serait synonyme de nature, de naturel. Ça n'existe pas. La nature n'existe pas. Il y a la forêt, il y a le fleuve, il y a la pierre, il y a des animaux, mais cet ensemble n'est pas réuni sous un concept qui s'appelle nature. La nature a été créée pour être conquise, pour être transformée, pour être détruite, comme le capitalisme l'a détruit aujourd'hui. Nous sommes dans l'Anthropocène, cette menace, cette période dangereuse qui met radicalement en cause la vie sur la planète du fait de cette transformation du monde entre, d'un côté, l'humanité et de l'autre, l'inhumanité, la nature qui doit être transformée au profit de l'humain. Or, l'humain, pendant la période coloniale, c'est qui? L'humain, c'est l'Européen. Et le non-humain, l'animal, depuis la traite esclavagiste, c'est l'homme que l'on a dit noir. Parce que dans les langues africaines, il n'y avait pas de noir. C'était des êtres humains. Pour la sphère bantou, c'est les bantous, il y a des déclinaisons, mais c'est des êtres humains. Ceux qui se définissaient eux-mêmes comme étant des êtres humains. Et ils vont être réellement traités comme des non-êtres humains, à cheval entre la chose et l'animal. Parce que quand ils sont capturés en Afrique et mis dans les bateaux, mais ce sont des choses humaines. Et quand ils arrivent sur le marché des esclaves, ils deviennent des animaux humains. On passe de la chose à l'animal. L'animal qui travaille dans la plantation et qui est traité comme tel. Et donc la dystopie africaine, c'est ce concept qui ramasse cette réalité, qui continue aujourd'hui, qui continue jusqu'aujourd'hui. Oui. Et donc, les chefs d'État africains, limités par leur monde, le monde dans lequel ils ont vécu, ils n'ont connu que ce monde-là, et ils en saisissent la réalité de ce monde, ils ne peuvent le voir que de la manière dont ils le vivent réellement. Ils savent que s'ils ne se positionnent pas en faveur ou avec ceux qui ont créé la dystopie africaine, mais on les élimine. Les Lumumba ont été éliminés, qui ont voulu sortir du rêve de Léopold II. Ils ont été éliminés. Les Sankara qui ont voulu sortir de ce rêve, ils ont été éliminés. D'autres ont été éliminés. Donc, par survie, par instinct de survie, on s'est dit, bon, ben écoutez, on va composer. Et vous voyez que Macron, quand il va au Burkina Faso, il y a une panne d'électricité, il demande, il tutoie le président du Burkina, il dit, bon, on va réparer la climatisation. C'est ça, le rêve colonial qui continue. De voir l'autre comme toujours étant un non-autre, c'est-à-dire quelque chose qui existe comme toujours un inférieur, quelque chose entre l'humain et l'animal et la chose. C'est ça la dystopie africaine, afro-dystopie. Oui, oui.